Bienvenue à Visionnaire, le podcast qui fait rayonner les entrepreneurs d'ici. Je suis Thierry Allegrucci, intégrateur EOS certifié. Chaque mois, je m'assois avec une ou un entrepreneur qui a su clarifier sa vision, aligner ses équipes et propulser son entreprise. Préparez-vous à être inspiré et motivé par ces parcours de visionnaires. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Visionnaire. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Nicolas Ray du Collège MREX, entre autres. On va en parler. Donc, bienvenue, Nicolas. Salut Thierry, merci. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Donc, écoute, j'aimerais commencer présentement. Où est-ce que tu es rendu dans ta carrière, les entreprises que tu as présentement? Oui, bien présentement, je suis président du Collège MREX, comme tu as mentionné. C'est une école qui est axée sur la formation en investissement immobilier pour le commun des mortels. Mm-hmm. Donc, fondée en 2016, une entreprise qui est rendue, je dirais, assez mature. Et c'est une entreprise qui, malgré qu'elle est mature, continue de croître. Mais d'un point de vue opérationnel, c'est d'ailleurs tu es notre coach EOS dans cette entreprise-là. Donc, c'est le fun. Ça me permet, moi, de la diriger sans nécessairement être obligé d'être à 40 heures ou 50 heures par semaine dans l'entreprise. Puis, je dirige une autre entreprise qui s'appelle Ikigai Impact, qui est une société de portefeuille en investissement immobilier puis en développement immobilier également. Oui, avec une vocation quand même... Très sociale, oui. Très sociale, investissement d'impact. Donc, on est à but lucratif à la fin de la journée. On fait de l'argent, on fait du rendement, mais c'est un résultat secondaire ou un produit secondaire du bien qu'on fait à travers nos agissements en immobilier puis en construction, essentiellement. J'aime ça dire qu'on tente de rebâtir justement les quartiers qui ont manqué d'amour. On tente de revitaliser des villes qui ont besoin justement de ça. Ouais. Excellent. Écoute, je suis allé voir, on se connaît depuis une couple d'années, mais je suis allé voir ton parcours sur LinkedIn, puis là, j'ai vu ton CV, et ce que j'ai bien aimé, c'est que dans chaque partie de ta carrière professionnelle, tu as bien dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, comment ça finit, pour passer... C'est bien, c'est comme une histoire, j'ai adoré ça. C'est vrai. J'ai vu que tu as joué au hockey professionnel. Oui, absolument. Pendant plusieurs années. Oui, pas longtemps. Pas la meilleure carrière, mais tu as eu des blessures. J'ai quand même été payé pour jouer au hockey. Ouais. Puis tu as eu des blessures qui t'ont obligé d'arrêter, ce qui est souvent le cas. Absolument. Ben, en fait, c'est pas les blessures qui m'ont obligé d'arrêter. C'est plutôt j'ai eu des blessures majeures mes 2 années de repêchage pour la Ligue nationale, ce qui fait que ça a contribué à ce que je ne sois pas repêché. Puis par la suite, j'ai réussi à jouer professionnellement quand même, mais je suis arrivé à l'âge de 22 ans, je jouais professionnellement, j'avais un offre pour jouer en Europe, en Suède, puis je me voyais pas faire... Suède. Ouais, oui, 22 ans. Oui, je comprends, mais l'hockey mineur professionnel, c'est-à-dire en dessous de la Ligue nationale, c'est vraiment pas comme la Ligue nationale. Non, c'est pas les mêmes salaires, t'as pas de sécurité d'emploi, c'est un contrat d'1 an, des fois même moins que ça. Ils te mettent tous dans des appartements. Tu sais jamais dans quel pays tu vas être la prochaine année. Donc, tu sais, avoir une famille, c'est difficile. Puis, je me voyais pas passer 15 ans à jouer au hockey, puis arriver à 35, 36, 37 ans, pas avoir gagné assez pour dire j'ai un coussin pour faire une nouvelle carrière. Puis, tu sais, changer de carrière complètement quand tu as fait ça pendant toute ta vie adulte. Je me voyais pas faire ça. Mon but était de jouer dans la Ligue nationale et professionnellement. Professionnellement, je l'ai fait. Fait qu'à ce moment-là, j'étais assez à l'aise pour dire, regarde, je mets une fin à ma carrière, je vais passer à autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. J'ai toujours été intéressé par énormément de domaines. Puis, je me suis juste dit, regarde, je vais aller faire d'autres choses. J'avais des études en poche aussi. Donc, j'avais la capacité, je n'étais pas emprisonné par le hockey, contrairement à plusieurs joueurs qui, c'est un peu ça leur seule compétence. Donc, ça a été une décision difficile, mais une décision aussi facile. Et c'était à quel âge? J'avais 22 ans. Ouais. Et là, j'ai vu qu'après ça, tu es parti comme une agence pour représenter les... Pas tout de suite. J'ai fondé l'entreprise. En fait, j'ai fondé. Je savais pas que je fondais l'entreprise. J'étais en train de jouer au hockey semi-professionnel, puis je m'entraînais tous les jours au gym. Puis le gym est un organisme à but non lucratif. Puis les gens sur le CA, ils venaient à tous nos matchs. Donc, tu sais, j'étais un peu bien connu dans la ville où j'étais. Et à force de me voir m'entraîner, j'avais des techniques d'entraînement très bizarres. J'avais fait mes études en biomécanique, très poussées, des nouvelles méthodes qui venaient des États-Unis.
Et ils m'ont proposé un bureau gratuitement dans le gym parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur, rien. On dit, on t'offre le bureau en autant que tu offres des services d'analyse, puis d'évaluation, puis d'entraînement. Puis rapidement, je me suis ramassé avec quelques athlètes du coin qui étaient quand même des très bons athlètes en devenir. Et ça, c'est devenu une entreprise. Quand tu parles du coin, c'était dans quel coin? C'était à Matane. À Matane, en Gaspésie. Puis drôlement, à Matane, cette année-là, il y avait les 4 meilleurs patineurs de vitesse au Québec au niveau 14 à 17 ans. Fait que je me suis ramassé à m'occuper d'eux autres, à les entraîner. C'est ça, mes études universitaires étaient là-dedans. Biomécanique, nutrition sportive. J'avais fait un postgrad en médecine préventive également, spécialisé en psychologie de la santé et de la performance. Donc, puis là, j'avais un background aussi d'athlète de haut niveau. Alors, j'ai commencé à m'occuper d'eux. Puis c'est devenu une entreprise sans vraiment m'en rendre compte. Puis à force d'avoir beaucoup d'athlètes, joueurs de hockey que j'entraînais dû à ma carrière, ben, éventuellement, à force de les entendre parler de leur agent, puis à quel point il n'y avait pas un bon service, j'ai appelé un des gars avec qui j'avais joué professionnellement, qui avait fait son bac en droit. Puis dit, est-ce qu'on part une agence tant qu'à s'occuper déjà de leur développement? Je les ai entraînés, on va les suivre dans la carrière. On va s'occuper de leur contrat. Fait que ça a été ça, un peu ma vingtaine. J'ai pu aller aux Jeux olympiques 3 fois comme chef de performance humaine pour des athlètes, justement. Fait que j'ai comme un peu vécu d'autres aspects de mon rêve athlétique, mais de l'autre côté de la médaille, essentiellement. Hein. Puis comment tu t'es rendu vers l'immobilier? Écoute, avec tout ça? C'est une histoire de faire son doctorat en affaires, essentiellement. Vers l'âge de 25 ans, donc ça faisait à peu près 3 ans, j'avais à peu près 70 employés. J'avais des bureaux au Québec, Montréal, Boston, Halifax. J'avais ces 2 entreprises-là, donc l'agence de joueurs et de coach. Et l'entreprise de santé et de performance. Fait qu'on avait des athlètes comme clients, des dirigeants d'entreprise qui voulaient se faire entraîner et encadrer comme des athlètes au niveau de l'alimentation, gestion du stress. Puis on avait des contrats avec des compagnies d'assurance pour les gens qui étaient sur le point de tomber invalides. Donc avant qu'ils soient déclarés officiellement invalides d'un point de vue assurabilité, nous on tentait de les récupérer au niveau d'une approche synergique, holistique. Et j'ai pas été capable de gérer la croissance de tout ça. Je me suis ramassé à 25 ans, je me levais le matin, je ne savais même plus dans quelle ville j'étais exactement. J'ai brûlé la chandelle par les 2 bouts. Et c'était quoi le défi? Le défi, c'est la croissance extrême. Puis on pense souvent que partir une business, c'est tough. Ça fait quoi, 19 ans que je suis en affaires maintenant? Partir une business, c'est vraiment facile. Gérer la croissance massive d'une entreprise, c'est définitivement l'affaire la plus difficile au niveau des cash flows. Quand tu tombes dans tout le côté administratif, ressources humaines, le droit, c'est des choses que, tu sais, quand tu pars une business, c'est cute, tu factures des clients, tu vas chercher ton premier revenu, tu t'occupes d'eux, tu leur donnes du service. Gérer une entreprise, t'es loin de ça. T'es loin de quelqu'un qui offre un service puis qui est payé pour le service. Et la gestion des cash flows, c'est probablement ce qui coule d'après moi. Tu sais, quand on dit que 90 ou whatever % des entreprises t'offrent pas 5 ans, c'est pas une question de profitabilité souvent. Parce que tu peux avoir une entreprise qui a des bons revenus en croissance, tu peux avoir une profitabilité nette, mais si tu es prêt à gérer ton cycle de cash flow, qui est très abstrait pour la plupart des gens, tu peux quand même faire faillite. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai fait faillite à 25 ans, tout perdu. Je suis parti de millions en revenus, d'une belle vie extraordinaire pour un gars de 25 ans qui était parti de rien, essentiellement. Ça m'a poussé à une énorme introspection. Tu sais, je suis parti de jeune entrepreneur de l'année dans 2 chambres de commerce, tu sais, des accolades, des choses comme ça, à finalement, en faillite, passer d'argent pour aller manger un burger au McDo. Je suis allé dans un sanctuaire pour pouvoir être hébergé gratuitement avec des moines. Je suis resté en silence pendant des semaines et des semaines. Et cette introspection-là m'a amené à, réaliser que j'avais bâti ces entreprises-là, puis j'avais été dans ce domaine-là seulement pour un peu atténuer ma transition de mon identité d'athlète. Surtout le hockey au Québec, c'est très fort l'identité chez les jeunes joueurs de hockey. Et ça, c'est d'une part, un peu vivre les rêves que j'ai peut-être pas réussi à aller chercher moi-même comme athlète, et un peu de facilité. C'est-à-dire que c'était facile pour moi de transitionner dans ce domaine-là. Et ça m'a ramené un peu à mes racines de quand j'étais enfant, puis c'est quoi mes vraies compétences, puis mes intérêts en dehors du sport. Et j'ai toujours eu un intérêt, puis une inclinaison naturelle vers bâtir
Tu sais, quand j'étais jeune, les blocs Lego, je passais mes après-midi à jouer au bloc Lego, pas de plan. Quand les ordinateurs sont arrivés, tout le monde jouait à des jeux de combat puis de fusillade. Moi, c'était toujours des jeux de bâtir des villes, bâtir des empires, tout ce qui était construction, SimCity, civilisation, Age of Empire, ces choses-là. Et j'avais grandi dans une famille très, très particulière. Mes parents étaient des artistes, des gens très, très conscients, très intellectuels, mais aussi très sensibles socialement. Ma mère, c'est un peu une hippie, essentiellement. Fait que si on mélange tout ce côté-là avec l'envie de bâtir, l'immobilier, c'est un peu un aspect naturel. Puis j'avais déjà investi un petit peu en immobilier comme tout le monde. Aider des amis avec une mise de fonds, des choses comme ça. Mais là, cette introspection-là m'a ramené à dire, OK, je pense que, je suis vraiment, vraiment doué en mathématiques. Je pense que je suis quand même doué pour bâtir des entreprises, puis assez visionnaire. Mais là, je vais le faire dans ce qui me passionne vraiment. Puis là où est-ce que je crois que je peux aller au maximum de mon potentiel, je peux avoir un effet sur la société, pas juste sur moi. Je pense que ça passait par l'immobilier. Puis l'histoire vraiment un peu plus romancée, c'est que quand j'avais 8 ans, moi j'ai grandi à Los Angeles, en Californie, dans des quartiers assez difficiles. Mes parents n'avaient pas beaucoup de sous, mais on avait tout le reste. Avant Matane, vous étiez à Los Angeles? Avant Matane, j'étais là juste de 21 à 22. Là, c'était juste pour finir ma carrière de hockey. Mais de 6 mois à 10 ans, j'ai habité à Los Angeles. Fait que j'ai grandi là. Donc, t'es pas né là? Donc, t'es pas américain? Je suis né au Québec, ouais. Okay. On est parti tout de suite après. Puis, mon père était musicien de jazz, ma mère actrice de théâtre et donc barmaid, parce que finalement, il faut manger aussi, là, c'est bien cute. Là. Puis, tu sais, une famille très éclectique, très spirituelle, West Coast, tu sais, mouvement counterculture, très sensible socialement. Puis, à 8 ans, en 2e année, notre professeur, Mme Santana, qui est pas mal la meilleure prof que j'ai jamais eue de toute ma vie, elle nous avait donné comme devoir de préparer un exposé oral sur ce qu'on voulait devenir quand on allait être adulte. Et nous, on était illégal aux États-Unis dans ces années-là. Fin des années 80-90, c'était la norme, essentiellement. Donc, je savais qu'être président des États-Unis, c'était impossible. Policier, pompier, Navy SEAL, Marine, astronaute, tu sais, tous les jobs cool, vraiment, c'était comme pas possible pour moi. Fait que j'étais un peu mouton noir, là, mouton brun, si on veut, en 2e année. Alors, un après-midi, on allait bruncher, je pense, un dimanche au centre-ville de Los Angeles. Puis, à côté du centre-ville, il y a ce qu'on appelle Skid Row, qui est un quartier de 1,5 km² d'itinérance. C'est vraiment extrême, ça fesse la première fois que tu vois ça. Puis, nous, même si on était relativement très pauvres, tu sais, je manquais pas d'amour. J'avais 2 parents, contrairement à tous mes amis, que souvent leur père est en prison. Mes parents étaient éduqués, étaient intelligents, ils étaient intéressants, ils étaient cultivés. Fait qu'on avait une belle vie à part l'aspect monétaire. Et donc, ça m'avait vraiment fessé de voir comme cette désolation-là. Et j'ai demandé à mes parents, c'est quoi, je comprends pas, pourquoi que ça existe. Puis là, mes parents sont comme partis sûrement sur des grands airs philosophiques. Puis c'est là que j'ai dit, je sais d'abord ce que je vais présenter dans mon exposé oral. Je sais ce que je vais faire quand je vais être plus grand. J'ai pointé un gratte-ciel, juste à côté, parce qu'on est au centre-ville. Dans ma tête, à cet âge-là, un gratte-ciel, c'est une entreprise. Et j'aime mes parents, mais un jour, je vais avoir une entreprise comme ça. On va être partout dans le monde, dans toutes les villes, puis on va construire des immeubles pour aider ces gens-là à sortir de la rue. Puis mes parents, ça c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai jamais eu d'eux. C'était, ils m'ont répondu carrément, parfait, fais-le. Il n'y a rien qui va t'empêcher de le faire. Mais ça, c'est toujours resté dans mon arrière-pensée, dans un petit tiroir. Puis on dirait qu'à chaque fois que je vivais un moment difficile dans ma vie, je revenais, ou même quand j'avais des bons moments, ça revenait. Que j'avais beaucoup de succès, ça revenait. Tu sais, je me rappelle mes premières années de business, j'avais tellement de succès, mais je trouvais que c'était vide. Je trouvais que c'était vide de sens. Je trouvais que c'était matériel, superficiel. Je me disais, OK, mais what else? Tu sais, quoi d'autre? What's next? C'est quoi d'autre que je peux faire? Puis j'avais été élevé avec une grande conscience sociale. Là, dire, tu sais, si tu as des talents, tu dois les mettre à bon escient, pas juste pour toi, mais pour les autres. Et cette chance que j'ai eue là, de faire faillite puis de tout perdre à 25 ans, relativement jeune, pas d'enfant, pas de conjointe, pas, tu sais, comme... Très différent exemple de quelqu'un qui fait faillite à 50 ans, par exemple. Ça a été une chance. Parce que si on relative au hockey, tu sais, exemple au hockey, quand tu as 25 ans, tu es très jeune dans ta carrière. Quand tu as 37 ans, j'étais avec un ami tantôt qui joue dans la Ligue nationale, il a 37 ans, il est en fin de carrière. Moi, j'ai 41 ans.
Puis en réalité, je ne suis même pas encore rentré dans mon prime comme entrepreneur. Puis ça m'est arrivé à 25 ans. Fait que c'était un cadeau, essentiellement. Puis ça m'a emmené à aller à dire, c'est l'immobilier. C'est là que je vais aller. Je sais pas encore comment que je vais réaliser ça, mais il faut que j'aille à l'immobilier, puis le chemin va se dévoiler. Donc là, en remise en question, tu te remets vers ta vraie destinée, disons, la petite voix qui te disait tout le temps... Mais que je ne savais pas encore exactement comment... Je savais qu'il fallait que ce soit par l'immobilier, la construction. Pas d'argent. Ouais, là, je suis parti de zéro. Qu'est-ce que tu as fait après? Je regardais l'immobilier, je me disais où sont les opportunités. J'ai parti à un organisme à but non lucratif entre-temps pour comme m'occuper, puis occuper mon esprit, puis me recharger aussi un peu peut-être des vacheries que j'avais vécues d'un point de vue financier. J'ai vu un côté des gens pécuniers, très greedy, que je ça me fait pas triper, ce côté-là. L'égocentrisme, le narcissisme. Puis j'avais besoin de me régénérer. Puis drôlement, dans un événement de mon organisme à but non lucratif, j'ai rencontré un courtier immobilier. Puis il a commencé à me parler de sa business. Puis là, je disais, hey, t'as un peu, là, pourquoi tu n'offres pas des services plus spécialisés à des investisseurs et non pas juste un peu à tout le monde? Tu sais, il faisait du chalet, des immeubles à revenus, des maisons, comme la plupart des courtiers. Pourquoi tu ne te concentres pas juste dans les investisseurs? Puis pourquoi qu'on leur offre pas du service beaucoup plus, c'est-à-dire l'analyse financière, l'économétrie, du service conseil? Un peu comme ça se fait déjà dans le monde financier en ce qu'on appelle en investment banking. Puis peut-être parce que j'arrivais avec des yeux frais, j'arrivais de l'extérieur, que j'ai pu voir un peu la forêt pour les arbres. Puis finalement, on a décidé ensemble de partir une entreprise qui s'appelle Ré-Harvé, qui existe encore aujourd'hui. Moi, j'ai vendu mes parts en 2016, donc à peu près 3 ans et demi plus tard. Et on a eu un succès fou avec cette entreprise-là, essentiellement. Mais comment d'où ton background t'a amené là? Mon background mathématique. Parce que, tu sais, j'ai fait mes études en biomécanique, donc je suis mathématicien à la base. D'accord. Et vu que j'ai investi un petit peu en immobilier, j'avais vu que les gens prenaient des décisions un peu sur des coins de table. C'était un peu à la bonne vieille franquette. Là. Mon oncle Jean-Charles, il achète un bloc, je paye ça de la part. Mise de fond. Mais là, moi, je suis comme, c'est des mathématiques, c'est du data, c'est des statistiques, puis personne ne les utilise. Fait que la première chose que j'ai faite quand on a fondé Ré-Harvé, c'est que je suis allé analyser à la mitaine toutes les transactions d'immeubles à revenus de 5 logements et plus des 10 dernières années pour sortir toutes les data, puis les statistiques, puis les moyennes, les médianes, les tangentes, les tendances. Et là, en dedans d'à peu près 10 mois, on s'est retrouvé à être comme l'intelligence du marché à cause de ça. Exact. Puis, fait que ça a donné naissance à cette entreprise-là. Puis, ça a duré 3 ans et demi. Finalement, divergence d'ambition, de vision entre les deux cofondateurs. Le manque d'alignement. Oui, exact. Vous ne vouliez pas la même chose. Non, on ne voulait pas la même chose. On n'avait pas le même why. Puis, au départ, c'est moi qui devais garder l'entreprise. Finalement, moi, j'ai pris la décision. J'ai dit, écoute, je pense que si l'entreprise te ressemble plus à toi, c'est vraiment plus ton bébé dans ton cœur à toi. Moi, je me vois faire d'autres choses. Je me vois aller plus loin que cette entreprise-là, puis pousser plus loin. Et finalement, j'ai décidé de vendre. Et pas longtemps après, j'ai fondé le Collège MREX. Je savais pas que ça allait être une école. C'était une entreprise technologique autour du data. OK. Ouais. Et finalement, ça a été plus long que prévu. J'étais un peu dans la vibe, aller lever des capitaux du style Silicon Valley, des anges investisseurs. J'avais un peu d'argent. Je voulais pas le mettre trop à risque parce que là, j'avais des jeunes enfants. Puis finalement, après quelques temps, à force d'essayer de lever des capitaux de ces gens-là, je me suis dit non, ça, je me sens pas... Je sens pas. Je sais comment bâtir une business. Puis j'avais eu une discussion avec Martin Bouchard, un très grand entrepreneur québécois là, qui a fondé Copernic, puis Coveo, Thalia. Puis Martin était intéressé à investir. Puis, mais il m'a challengé, puis il m'a dit, Nick, je pense pas que tu as besoin d'investisseurs. Je pense pas que tu devrais lever des capitaux. Je pense que tu sais comment bâtir une business. Tu sais comment trouver un problème, puis d'offrir une solution, puis de le monétiser. Fait que fais donc ça. Puis attends avant de lever des capitaux. Puis finalement, c'était à force pendant ce temps-là, je parlais beaucoup sur les réseaux sociaux. C'était le début un peu Facebook au Québec, côté business. Je parlais de choses. Puis là, à force de... On dirait qu'en même temps, il y a eu un peu... les gens me demandaient souvent, « Hey, où est-ce qu'on peut apprendre ce que tu partages? » C'est de l'expérience, c'est d'avoir analysé autant de deals, d'avoir travaillé sur autant de deals, d'avoir le background entrepreneurial corporatif, mais aussi mathématique. Et ça s'est comme transmuté en une journée de formation qui est devenue une autre journée de formation qui est devenue finalement une école.
Puis aujourd'hui, Belle École va avoir 9 ans, justement, cet automne. Avec beaucoup de succès. Ouais. Une belle réputation aussi. Vous faites les choses différemment. Oui, mais c'est que dans ce domaine-là, j'avais vu en bâtissant et arrivé, dans le domaine, la plupart des organisations qui existent sont très axées autour de la motivation. Très raw, tu es capable de devenir riche en 90 jours, tu peux changer ta vie à travers l'immobilier. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus réaliste. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de motivation, fait que j'ai un peu de la misère, moi, avec ce côté-là. Alors, je suis arrivé avec le côté plus cartésien, de dire, regarde, voici comment on fait. Puis je suis quelqu'un de justice sociale, fait que c'était important pour moi parce que moi, j'ai pas grandi avec de l'argent. Il y avait personne autour de moi qui savait faire de l'immobilier. Je suis chanceux. Je suis né avec de la drive, avec une curiosité intellectuelle, une capacité d'apprentissage. J'ai fini par trouver le chemin pour m'enrichir à travers l'immobilier. Mais la vérité, c'est que c'est un peu opaque puis inaccessible pour le commun des mortels. Puis je trouve ça injuste. Je suis très contre l'élitisme. Je suis pas contre qu'on finisse avec des résultats différents, mais on devrait avoir les mêmes opportunités. C'est un peu ça qui a drivé le fait de dire hey, ben, on va enseigner les vraies méthodes, on va enseigner ce que ces gens-là utilisent et savent comment faire. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de fla-fla. Puis je suis pas là pour te convaincre à faire l'immobilier, mais si toi tu as décidé que tu aimerais ça avoir accès à ce marché-là, on va te montrer comment vraiment réussir. C'est ça, le collège s'adresse pas aux gens qui veulent je pense faire de l'immobilier, c'est non, j'ai pris la décision, je veux le faire, je veux bien le faire. Exact. Puis là, vous les prenez, puis vous les éduquez le monde pour les amener à faire des bons investissements. C'est ça, absolument. Puis c'est en ligne avec votre why aussi de démocratiser. Exact. C'est de démocratiser l'accès à l'investissement immobilier, mais c'est pas de faire de tout le monde un investisseur. Je pense pas que tout le monde devrait l'être. Comme je pense pas que tout le monde devrait être entrepreneur non plus, comme pas tout le monde devrait être visionnaire ou intégrateur. C'est plutôt de venir s'aligner et de dire, bon, ben, voici ce que nous, on peut offrir, puis à qui ça s'offre. Après ça, libre aux gens d'aller de trouver leur propre chemin, essentiellement, à travers ça. Excellent. Et quand tu m'as appelé pour, justement, tu m'avais dit, là, on est prêt, on va implanter OS. Pourquoi? Où est-ce que tu étais rendu dans la croissance? Qu'est-ce qui bloquait? Ben, ça faisait déjà quand même plusieurs années que je jouais un petit peu avec OS de manière artisanale, comme promettre le port du monde fond. Puis, justement, à force de dire, OK, on l'utilise à moitié. On s'entend un visionnaire, c'est pas nécessairement la personne la plus rigoureuse sur le suivi de la discipline de certaines choses. Je suis très discipliné dans certaines choses, mais de comme assurer un suivi opérationnel, vraiment moins. Puis effectivement, un certain plateau dans l'entreprise, d'être capable de dire, OK, je pense que soit qu'on peut générer plus puis réussir plus, ou on peut continuer à générer puis réussir ce qu'on fait, mais mieux, avec plus d'efficience. C'est parti de ça, de dire, OK, comment on fait pour amener cette efficience-là, cette prévisibilité-là, puis aussi, après 7-8 ans, pour moi, je me disais, j'ai une autre entreprise qui gagne Impact, qui a une mission assez faramineuse, je dirais, assez immense. Puis je me disais, comment aussi que je fais pour que le Collège Amrex soit périn? C'était vraiment le mot, pour moi, là, la pérennité de cette institution-là, de cette organisation-là. Moi aussi, libérée de moi aussi, dans un sens qu'elle n'a pas besoin de moi. Elle n'a pas besoin de moi, elle ne dépend pas de moi. Puis elle change vraiment des vies de nos clients, de nos étudiants. Je pense que c'est important, ça. J'aurais aimé ça, moi, avoir accès à ça quand j'étais plus jeune, mais je n'ai pas eu accès à ça. Donc, c'est important qu'il y ait une pérennité de cette organisation-là, puis qu'elle continue à exister dans le temps, que je sois là, que je sois pas là, qu'on soit au Québec, qu'on soit ailleurs. Et c'est parti de là, essentiellement. Tu as la chance d'avoir trouvé une bonne intégratrice. Oui, j'ai trouvé une intégratrice. C'est la clé de pouvoir se libérer. Souvent, j'ai trop de clients qui sont pris à « je veux pas être intégrateur », mais c'est très difficile de trouver un intégrateur. Sur le marché, il y a à peu près 4 visionnaires pour un intégrateur. Il y a beaucoup de visionnaires, beaucoup de gens qui ont des belles idées, qui ont de l'énergie, mais un intégrateur, c'est... Je vais te challenger là-dessus. Moi, je pense pas qu'il y ait 4 visionnaires pour un intégrateur. Moi, je pense qu'en réalité, il n'y a même pas une demi-visionnaire pour un intégrateur. Parce que la plupart des gens qui se disent visionnaires ne le sont pas ou ne sont pas des bons visionnaires. D'accord. C'est valable. Des idées, des idées, ça vaut rien. Ça vaut rien, des idées. Là. Genre, tu sais, n'importe qui a des milliers d'idées. Un visionnaire qui est capable de bâtir une entreprise puis de mener une entreprise, c'est quand même assez rare. Puis c'est pour ça que la plupart des entreprises font pas 5 ans.
Parce que il y a beaucoup de fake là-dedans, il y a beaucoup de wannabe. Tu sais, ça a l'air cruel de dire ça, mais moi, je pense que même il y a beaucoup de monde en affaires qui se sont lancés en affaires pour pas les bonnes raisons, puis qui se feraient tellement du bien s'ils étaient capables de s'avouer je suis peut-être pas le numéro un, je suis peut-être pas un visionnaire, je suis peut-être pas un président ou une présidente. Ouais. Ils sont pas capables parce que là, on leur a rentré dans la tête plein d'affaires au niveau de l'ego. Tu sais, la société aujourd'hui, tu sais, c'est souvent, on me demande c'est quoi le conseil que tu donnerais à un entrepreneur ou à un jeune de 24-25 ans. Premièrement, à toutes les fois, je vois des jeunes de 24-25 ans avec une carte d'affaires marquée président, puis c'est comme président de quoi? T'es tout seul dans ton entreprise, t'es président de rien. Puis le meilleur conseil, c'est pars pas ton entreprise. Va travailler pour un entrepreneur qui a ce que tu veux, qui a passé par là, va modéliser, va le voir, que ce soit pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis utilise ça comme tremplin ensuite pour te lancer en entreprise, en affaires. Puis moi, c'est drôle, j'ai eu une carrière incroyable en performance humaine de 22 à 26 ans. J'ai accompli des affaires que du monde, ça leur prend 25 ans à faire. Mais la première chose que j'ai faite, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, puis que j'avais mes études, j'ai appelé Scott Livingston, qui était à la sommité au Canada en performance humaine. C'était le préparateur physique des Canadiens de Montréal, un thérapeute du sport. J'ai dit, Scott, est-ce que je peux venir te shadow, ne serait-ce que pour une journée? Je dirai pas un mot. Je passerai le balai. Tu me donneras des tâches que tu n'aimes pas, mais je veux juste te suivre pendant une journée. Mais cette journée-là s'est transformée en plusieurs journées, en plusieurs semaines. Et ça m'a fait passer là, de niveau 0.1 à niveau 8 hyper rapidement. Mais il faut être capable de mettre ton ego de côté. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde présentement qui sont un peu trop dans l'ego. Tu sais, tout le monde veut être dirigeant d'entreprise, président, je suis entrepreneur. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que dans le E-Myth, je ne sais pas si le livre E-Myth, Michael Gerber. Jim Wakeman, il a parti une académie, il a parti EOS, puis là, il a parti une académie qui s'appelle E-Leap pour amener les gens de 1 à 10 employés vers à être prêts à EOS. Puis, la première chose qu'il fait, c'est est-ce que tu as les traits d'un entrepreneur? Sinon, arrête. Puis dans la même chose, c'est E-Myth. Souvent, on part une entreprise parce qu'on est bon dans quelque chose, mais pas pour bâtir quelque chose. Non. Parce qu'on est bon, puis là, finalement, on se crée une job, on est notre propre employé, on se crée notre propre job. Oui, on travaille autonome. Mais un travail autonome, c'est pas un entrepreneur pour moi. C'est ça. C'est pas, je sais que des gens, des fois, vont prendre ça péjorativement, mais je prends l'exemple du hockey. Il y en a beaucoup de joueurs de hockey dans la vie. Mais il y en a combien qui sont allés jouer dans la Ligue nationale, puis gagner leur vie, ou dans les ligues mineures professionnelles très élevées? Très, très peu. 0.1%. Mais, à un moment donné, il faut que tu sais, comme, pour les gens qui sont prêts à se rendre professionnellement ou à Ligue nationale, le plus vite qu'ils lâchent le morceau puis qu'ils comprennent que, OK, je suis pas là, donc, tu sais, comme, trouve d'autres choses. Puis ça qu'il y a beaucoup de souffrance. Puis ça prend justement dans le questionnaire qu'il faut au début du E-Leap, c'est t'as-tu les traits pour être entrepreneur? Puis t'es peut-être visionnaire, mais t'es-tu un bon visionnaire? Tu sais, t'es peut-être joueur de hockey, mais t'es-tu un bon joueur de hockey? Du grid, la ténacité, le risque aussi. C'est pas tout le monde qui est capable de prendre des décisions. Puis à la fin de la journée, on vit dans une société capitaliste. À la fin de la journée, il y a un score, ça s'appelle de l'argent. Puis t'as besoin de l'argent pour pas mal faire tout dans la vie. Là. Manger, te loger, tu sais, minimalement. Là. fait que c'est pas juste d'être visionnaire. T'es-tu un bon visionnaire capable de justement générer assez pour vivre de ça? La vérité, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que les entreprises ne fonctionnent pas. Parce que c'est... Ils n'arrivent pas à passer à l'autre niveau parce qu'ils n'ont pas ce que ça prend pour... Non, c'est clair. Hein. Excellent. Et donc, MREX, ça va très bien présentement. Ça grossit. Oui, absolument. Très bien. Où est-ce que tu la vois, cette entreprise? Je vois, encore une fois, pour moi, c'est la pérennité. Je vois une croissance aussi. On est juste en... C'est quand même impressionnant. Quand on prend le temps de le regarder, on est dans un domaine très niché. Hein, l'investissement immobilier, c'est quand même niché. On est seulement au Québec. On est seulement en français. Donc, déjà, notre bassin très petit. Tu as commencé à les yeuter à Paris. Oui, commencé à les yeuter ailleurs. Mais ceci étant dit, notre podcast Retour sur l'investissement, qui est le podcast le plus écouté en immobilier au Québec, au-dessus de 2 millions de visionnements. Dans un domaine niché, on a une liste courriel de 95 000 personnes. Ah ouais. On a un taux d'ouverture de 25% sur nos envois à chaque semaine. C'est incroyable. Fait que je me dis, OK, le besoin est fort. Le besoin est là. La confiance en nous est toujours là après 8-9 ans.
Donc, la croissance va passer par le côté anglophone, aller du côté juste le Québec anglophone, puis après ça, le Canada anglophone. On verra ensuite au niveau mondial, mais tu sais, l'investissement immobilier au Canada, au Québec, aux États-Unis, en Europe, c'est grosso modo la même chose. Puis le problème est assez similaire. Il n'y a pas vraiment de bons endroits pour s'éduquer pour devenir un investisseur immobilier. C'est toujours un peu artisanal partout dans le monde. C'est SRA. Exact. On va prendre un livre, on va prendre des petites formations. Ça coûte très cher. Très cher, l'immobilier SRA. T'as pas beaucoup de chance pour réussir. Fait que... Puis ça suit un peu... c'est le fun parce que mes deux entreprises, même si je les garde... Je garde un muraille de Chine entre mes deux entreprises pour un paquet de raisons philosophiques, mais... les deux ont, tu sais, Ikigai Impact aussi commence sa croissance pan-canadienne, puis même mondiale. Parle-moi de Ikigai. Ouais, ben Ikigai, c'est parti de notre propre société immobilière familiale. C'était un peu de retirer des billes, de retirer des cartes de la table. Tu sais, mettons, on joue à table à poker, t'as gagné un peu là, en affaires, mais là, tu dis, on va peut-être retirer un petit peu, puis aller mettre ça dans quelque chose de moins risqué, parce que l'entrepreneuriat, c'est tout le temps... Tu sais, ta business peut peut-être bien valoir 5-10 millions sur papier, mais ça peut changer en un trimestre, essentiellement. Alors, moi, j'ai 4 enfants. Je veux aussi m'assurer que... Retirer des billes un peu tranquillement, puis les replacer. On va les mettre dans des immeubles, parce qu'en plus, je maîtrise ce domaine-là. Je l'ai fait avec mes amis Frédéric, et puis c'est devenu essentiellement, en l'espace de 4-5 ans, un portefeuille immobilier de au-dessus de 50 millions d'actifs. Gros succès rapide. Puis encore une fois, toujours l'introspection. On a vécu des difficultés à travers la COVID, l'augmentation des taux d'intérêt. Ça nous a poussé sur notre introspection. Puis on a dit, écoute, on va pas juste la garder pour nous, on va l'ouvrir à nos amis autour de nous, à leur famille. Ça a pris de plus en plus de croissance. Aujourd'hui, on est à peu près une centaine de millions d'actifs. On a une trentaine de personnes qui vont investir dans le coin de Sherbrooke? Sherbrooke, on commence à ouvrir vers Edmonton également. On a d'autres villes. C'est vrai, j'ai vu un voyage à Edmonton. On a d'autres villes qu'on a spoté. Et c'est de l'immobilier d'impact. Donc, on investit dans les endroits qui ont besoin de beaucoup de revitalisation, où ça a manqué d'amour. On fait du logement abordable, du développement durable, du patrimonial. On fait beaucoup d'investissements au niveau communautaire. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte que mon rêve de l'enfant de 8 ans, tu sais, que c'était tout le temps dans le tiroir, j'étais arrivé à un endroit dans ma vie où j'avais des compétences et des ressources pour peut-être le réaliser le faire, de manière plus on va dire, réaliste, terre à terre. Là. Pas de rêve de 8 ans, mais essentiellement... Ikigai Impact et l'évolution de tout ça depuis l'âge de 8 ans. C'est un peu Et Edmonton, pourquoi Edmonton? Qu'est-ce qui t'a amené à Edmonton? Edmonton, c'est... une opportunité? Tu sais, autant à Sherbrooke, quand on est rentré à Sherbrooke en fin 2019, ce que je voyais là, c'était que je voyais une ville où il y avait quand même une croissance de la population, de l'immigration, une économie diversifiée. C'est une belle ville, c'est le fun, c'est beau. J'aime le vibe, géographiquement, c'est bien placé. Et par contre, Sherbrooke, son centre-ville était extrêmement, on va dire, délaissé, pour être politiquement poli. Mais un beau potentiel. Beau potentiel, mais vraiment délaissé. De briques. Exact. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, c'est un bon marché dans lequel rentrer. C'est un marché qui a besoin d'un investisseur comme nous. Quelqu'un qui est conscient socialement, qui pense pas juste à sa poche, puis qui est capable d'être là pendant longtemps, puis qui est capable de faire le travail difficile qui va être à faire. Parce que nous, on acquiert beaucoup d'immeubles dans des coins très difficiles rapidement pour créer un point de bascule. Parce que tu as besoin d'avoir un point de bascule, sinon... Avoir une masse critique? Oui, une masse critique, un point de bascule, sinon ça ne changera jamais. Tu sais, un ghetto, à moins que tu achètes tout dans le ghetto, puis que toi-même, tu forces comme la revitalisation, ça va toujours rester un ghetto. C'est un immeuble seulement, non, ça marchera tu vas pas. avoir le plus bel immeuble dans un quartier qui il va être scrap après un an, parce qu'il y a la théorie de la fenêtre cassée en économie. Là, ça prend juste une fenêtre cassée dans un quartier pour amener la dégringolade complète du quartier. D'accord. Ça part un deuxième, troisième, puis là, à un moment donné, les gens arrêtent de s'occuper de leurs actifs. Et Edmonton, c'est un peu la même chose. C'est une ville plus grande, mais très similaire à Sherbrooke. Une ville de fun, c'est beau. Besoin de revitalisation vraiment au niveau du centre-ville. Il y a de l'immigration. Au niveau économique, ça fait du sens. Puis on veut aller des endroits qui veulent de nous aussi. Fait
Fait que c'est un endroit où ils veulent de nous. Ils trouvent que notre thèse d'investissement, notre philosophie, nos valeurs sont intéressantes. Donc, on se dit, bon, ben, ça va être le prochain endroit où on va aller investir. On ne sort pas de Sherbrooke. On a quand même toute une fondation là. On va continuer de la bâtir. Mais nous, on se diversifie puis on applique notre recette qu'on a développée là dans d'autres villes. Parce qu'à la fin de la journée, ben, c'est le rêve du gars de 8 ans de faire le plus de bien possible pendant qu'il est là avec les talents et l'énergie qu'il a, essentiellement. Super. Écoute, pour terminer, je vais te poser des petites questions que je pose tout le temps à mes invités. Donc, quel serait, selon toi, ton super pouvoir? Mon super pouvoir, de voir le futur possible, puis de croire en ma capacité de créer ce futur-là, je dirais. Définitivement, ouais. Détermination. Si tu avais une seule discipline ou une habitude à garder qui t'a amené où est-ce que t'es, puis... De ne pas arrêter de rêver. Ouais, de ne pas arrêter de rêver. Puis, ouais, je dirais définitivement de ne pas arrêter de rêver. Meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pense que je l'ai entendu. Ouais. Écoute, ben, sais-tu quoi? Récemment, j'ai eu la chance de dîner avec Robert Dutton, qui a été le PDG de Rona, qui a amené Rona public. Puis, j'ai posé cette question-là. C'est quoi que tu aurais comme meilleur conseil à me donner? Puis, il disait de bien traiter les gens autour de toi puis de croire en eux. Puis lui a été un dirigeant d'entreprise très, très humain. Puis ça me parle énormément parce que, étant un ancien joueur de hockey, un gars d'équipe, étant quelqu'un qui est dans une famille très socialement impliquée et actif, puis d'utiliser iOS, tout est basé sur... C'est pas basé sur toi, là. C'est pas un one-man show ou un one-woman show, puis c'est pas t'es pas une vedette seule sur un terrain de tennis. Fait que je trouve que ce conseil-là est vraiment bon. D'impliquer les autres, puis de croire en ces gens-là, puis de leur transmettre ce que tu vois. Le livre d'affaires que tu as recommandé au moins 3 fois. Au moins 3 fois, eh boy. The Untethered Soul, de Michael Singer. Ouais. Je le connais pas, celui-là. Ouais. Untethered Soul, puis son deuxième livre, qui est sa biographie, qui est Living Untethered. Je dirais ces 2 livres-là, j'en parle à tout le monde avec qui je peux en parler. Michael Singer avait bâti une entreprise tech qui valait des milliards, mais c'est un hippie qui habite sur une commune. Puis il a comme juste bâti ça de même, pas vraiment rapport. Est-ce qu'elle est connue, cette entreprise? Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, là, mais je pense que c'est Microsoft qui les a rachetés pour genre 8 milliards, quelque chose comme ça. Puis, mais c'est un gars c'est vraiment un hippie, le gars, là, il se promène, il n'y a pas de souliers, puis il vit sur une commune, puis c'est un milliardaire. Mais après avoir vendu l'entreprise, ça a pris 8 ans, ils ont été dans le pire combat juridique criminel parce qu'un de leurs directeurs avait fait de la fraude, tout ça, puis le directeur les avait blackmailés. Écoute, un des partners est mort du cancer à cause du stress, puis son livre il l'a écrit pendant qu'il a vécu tout ça. Ou qu'il risquait la prison, puis de tout perdre. Fait que je trouve que son livre, puis tout ce que lui apporte... C'est quoi le message du livre? Si tu le résumais. C'est très ancré dans le bouddhisme puis dans le yoga. Puis, moi, je suis en partie d'origine indienne. Fait que j'ai grandi aussi avec ces enseignements-là. Mais c'est justement de mettre ton ego de côté, d'être dans l'intuition, d'être dans les bonnes valeurs, puis de pas te concentrer sur les résultats, puis de pas avoir d'attachement essentiellement. Oui, pas avoir d'attachement. Ouais. C'est vraiment bouddhiste. Ouais. Et la phrase que tu dirais au début de ton aventure? Attache ta tuque. Très bonne phrase. Très bon conseil. Écoute, sur ça, on finit avec ça. Je te remercie beaucoup. C'est une belle histoire. J'ai beaucoup aimé le côté humain, puis la petite étincelle que quand tu avais 8 ans, tu reviens, on dirait que tu fais le cercle. Tu reviens à ton why intérieur. The Circle of Life. Ouais. Donc, merci beaucoup pour cette discussion. Vous venez d'écouter le podcast du Visionnaire. J'espère que cette discussion vous fera réfléchir sur vous, sur votre entreprise et sur vos ambitions. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.